Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu assister à la présentation que Pierre et moi-même allons faire. Alors, grosso modo, pour vous présenter la structure de notre communication aujourd'hui, dans un premier temps, je vais présenter le projet de recherche qui est à l'origine à l'intérieur duquel le projet Sherpa a été étudié, mais ça nous semblait important quand même de rappeler ce contexte-là. Qui était un projet sur l'intersectorialité, je vais y revenir. À travers ce cheminement-là, on va aussi revenir sur un certain nombre de notions ou d'éléments préalables à comprendre l'étude de cas qui va être faite de Sherpa. Notamment, on va revenir sur l'intersectorialité, on va définir aussi ce qui est un système complexe. On va essayer de situer le champ de la santé mentale à l'intérieur de tout ça pour bien comprendre que c'est un système complexe sur lequel il est nécessaire d'intervenir à l'intersectorialité. Dans le fond, on ne va rien apprendre de très, très révolutionnaire aujourd'hui, mais on va essayer d'illustrer pourquoi l'intersectorialité est nécessaire dans certains domaines d'activité, dont notamment celui de la santé mentale. On va s'arrêter aussi un petit peu sur l'évaluation réaliste, qui est une méthode pour approcher les systèmes complexes ou les situations complexes. Et enfin, dans une dernière partie, le projet Sherpa, qui est un parmi plusieurs sites qu'on a étudiés pour illustrer comment l'intervention intersectorielle a eu des effets spécifiques sur les locataires de cet immeuble-là, qui est aussi un lieu de service et un centre de rétablissement. Donc, à l'origine, le projet de recherche avait pour titre le grand projet de recherche qui s'intitulait « L'intervention intersectorielle en santé et services sociaux dans ses liens avec les dimensions de l'habitation et du logement social ». C'est un projet de recherche qu'on a déposé dans le cadre des actions concertées au Fonds de recherche sur la société et la culture et qui visait plus spécifiquement les personnes en situation d'inégalité sociale. Quels étaient les objectifs de ce projet-là? Ben, ce qu'on voulait faire, en réalité, c'était de circonscrire les effets court terme et les impacts aussi, ou les effets à moyen et long terme, du fait d'avoir accès à un logement social. Je vais revenir un petit peu plus tard pour définir ce qu'est un logement social. Et on avait retenu 4 types de logements sociaux. Les PSL, les HLM, les OBNL, les coops, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Donc, l'accès à un logement social de différents types, en fonction d'interventions intersectorielles, plus spécifiquement, le fait d'avoir à la fois un logement social et des services de santé et de services sociaux, mais ce ne sont pas seulement les deux seuls secteurs impliqués. Pierre va revenir un peu plus tard. On va voir aussi que le secteur de la culture est là, le secteur de l'éducation, etc. L'hypothèse qu'on avait dans le grand projet de recherche, c'était que les projets, les lieux d'habitation qui mettaient en pratique des interventions intersectorielles, principalement en santé et services sociaux, engendraient davantage de retombées positives, et ce, tant dans la vie des personnes qui pouvaient en bénéficier que dans le développement des communautés. Je vais d'emblée définir ce que c'est une intervention intersectorielle. Donc, une intervention intersectorielle, dans le fond, c'est une démarche qui réunit des ressources diverses, qui provient de différents secteurs d'activité, qui ont des mandats le plus souvent complémentaires et des fonctionnements parfois très différents. Par exemple, le secteur de l'habitation ne fonctionne pas du tout de la même façon que le secteur de la santé et des services sociaux. Et donc, ces ressources-là se réunissent afin de mettre en place un plan d'action global pour résoudre un problème complexe. Est-ce que c'est réglé? Non? OK. On a étudié 5 sites différents. HLM Vimont dans la région de Sherbrooke, le HLM de Montana dans la région de Montréal, Autre Toit, qui est une coopérative de solidarité dans la région de Sherbrooke. On a étudié dans la région de Québec l'habitation chez soi, qui est une OBNL, et qui avait aussi PSL, je vais l'expliquer ce que c'est. Et le projet Sherpa, qui est celui sur lequel on va insister aujourd'hui.
mais on a étudié 5 sites différents. Un PSL, juste pour vous dire quelques mots là-dessus, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui permet aux gens, par exemple, la personne elle a 600 $ par mois de revenus, de ne pas excéder 25% de ce 600 $-là. Donc, le 25% est affecté au logement qu'elle va avoir. Ça peut être dans le marché privé, ça peut être dans le marché du logement social, mais elle ne dépassera jamais 25% de son revenu, la balance étant assumée par un programme spécial géré par l'Office municipal d'habitation. Un HLM beaucoup mieux connu, c'est des bâtiments accessibles à des gens qui ont des revenus très modestes. Un OBNL ou un OSBL, c'est un organisme à but non lucratif. C'est des organismes dans le domaine de l'habitation qui sont des organismes d'action communautaire autonomes avec pour mission d'offrir un logement qui va être abordable, convenable, sécuritaire aussi, à des personnes à faible revenu. Les caractéristiques de ça, c'est que c'est une propriété collective avec un mode de gestion qui est dit démocratique. Puis il y a les coops, enfin, qui est une offre de logement fondée sur le modèle toujours sans but lucratif, avec l'idée centrale que d'offrir aux gens, le plus souvent à faible revenu, mais pas forcément à faible revenu, il peut y avoir toutes sortes de situations dans les coops, des meilleures conditions de logement au moindre coût possible. Puis les caractéristiques des coops, comme vous le savez probablement, c'est l'implication des membres dans la gestion et l'entretien de l'immeuble. Donc, on a choisi ces 4 formes de logement social-là avec différentes modalités de suivi ou de services en santé et services sociaux dans la perspective, avec l'objectif d'essayer de comprendre quel effet ça pouvait avoir, puis comment les effets pouvaient s'amalgamer pour créer des effets qu'on supposait plus ou moins positifs là, selon les sites. Sur le plan de la collecte de données, on a travaillé de 2 façons distinctes. On a travaillé d'abord avec un questionnaire ASCO. Le questionnaire ASCO, c'est pour Adult Social Care Outcomes Toolkit. C'est un questionnaire de 23 questions qui permet d'explorer attendez, je vais changer, oui, de 23 questions qui permettent d'explorer différentes dimensions en lien avec le logement, notamment la propreté et le confort du lieu d'habitation, le contrôle que la personne a de son quotidien à l'intérieur de ce logement-là, l'hygiène personnelle et le confort, la nourriture et les boissons qu'elle consomme, la sécurité, son sentiment de sécurité personnelle, sa participation sociale et son engagement dans les activités récréatives, son emploi du temps et la dignité. Il est important de savoir que l'ASCO, on l'a utilisé dans 2 des sites qu'on a étudiés avant que les gens rentrent dans le logement, et 9 et 1 an, je pense, 9 mois plus tard et 1 an plus tard sur les 2 sites. Donc, ça nous permettait vraiment une mesure avant et après l'intégration au logement. On a aussi réalisé un certain nombre d'entrevues biographiques et d'entrevues individuelles. Les entretiens individuels, on en a réalisé plus de 130 auprès de gestionnaires, de locataires évidemment, mais aussi auprès de gestionnaires des immeubles et d'intervenants, des personnes qui offraient des services à l'intérieur de ces lieux d'habitation-là. Et les entretiens, qu'est-ce qu'on explorait comme thème? Bien, il y avait la perception du logement sur le plan de l'aménagement, du bien-être, le rapport au quartier, l'existence ou non d'un réseau social, les services offerts, les projets personnels de la personne, une fois qu'elle avait intégré son logement, quel projet personnel ça lui permettait de développer, quel type d'intervention les intervenants offraient dans ce milieu de vie-là. On les a aussi questionnés sur les souvenirs de collaboration intersectorielle. Est-ce qu'ils se souvenaient qu'il y avait eu des moments où différents secteurs s'étaient mis ensemble pour intervenir? Les effets perçus de l'habitation et du soutien reçu, la consommation, les moyens financiers. En somme, dans ces entretiens-là, on a essayé d'explorer, dans le fond, les principaux déterminants sociaux de la santé, là, avec une version fantaisiste de ce qui sont les déterminants sociaux de la santé. Il y avait un autre thème qu'on a aussi exploré dans les entrevues, c'était la différence que le projet ici étant le fait
d'obtenir un logement social et d'y vivre faisait dans la vie de la personne sur le plan de sa santé physique et mentale, de sa consommation, de ses habiletés personnelles, de son autonomie. Il faut savoir ici là, que c'est principalement des gens qui vivaient avec des problèmes de santé mentale, je vais y revenir. La sécurité, l'intimité, le réseau social, bon, il y a des thèmes qui se recoupent. Là, la délinquance, a-t-il diminué leur acte délinquant ou est-ce qu'ils sont moins judiciarisés une fois qu'ils ont un logement, le pouvoir qu'ils ont développé sur leur vie, la participation sociale, leur loisir, puis le respect des droits. Bon, ça nous amène au cœur du thème qu'on veut aborder aujourd'hui, qui est entre autres la question de l'intersectorialité. C'est pas dit dans le titre, mais dans le fond, ça aurait dû être dit dans le titre de notre présentation parce que c'est en filigrane tout au long de ce qu'on va faire. Je vais juste reculer. Bon. Ce qu'on voulait faire, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'était d'étudier, dans le fond, les partenariats intersectoriels pour voir quel effet ça avait sur la condition de vie des gens qui vivaient. Dans le fond, ce qu'on disait là-dedans, c'est l'hypothèse, c'est que si, dans un lieu d'habitation, on couplait ce lieu d'habitation-là avec des services de santé, ou avec des activités culturelles, ou avec des activités qui permettent de parfaire l'éducation, on permettait aux gens, parce que c'était toujours dans la perspective des inégalités de santé, là, sociales de santé, on permettait aux gens on égalisait davantage les chances. Donc, plus il y avait de services, plus il y avait de secteurs impliqués, mieux étaient les résultats escomptés auprès de ces gens-là. Okay? Bon, évidemment, on se situe dans un système qui est un système dit complexe, je vais y revenir, mais ce genre de lieu-là, quand on veut travailler les interventions intersectorielles, on ne peut pas se situer, par exemple, travailler avec une méthode expérimentale. Hein? C'est une méthode expérimentale où on va dire l'élément A produit l'élément B, puis on s'assure qu'il n'y a pas d'autres éléments qui viennent interférer dans la linéarité entre A et B. Ça, c'est une méthode qui est possible seulement quand on peut maîtriser le contexte. Ici, on se retrouvait du fait de l'intervention intersectorielle, mais du fait aussi du type de problème touché par la clientèle dans un contexte qu'on pouvait dire qui était un système complexe. C'est quoi un système complexe? Bon, un système complexe, d'abord, c'est un univers dans lequel on ne peut pas travailler avec la méthode expérimentale, comme je viens de le dire, mais c'est aussi un contexte dans lequel on sait à l'avance que le contexte lui-même va venir influencer les résultats. Et que ces résultats-là sont ni prédictibles, ni reproductibles. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Le contexte va jouer sur les éléments en présence, puis on ne peut pas anticiper sur le résultat. Donc, un système complexe, on définit ça généralement comme un ensemble constitué d'un grand nombre d'entités, plusieurs entités, en interaction les unes avec les autres, et qui empêche l'observateur de prévoir le résultat final. Le résultat, en somme, n'est pas prédictible. Pourquoi on voit un grand amas de sable? Parce qu'un amas de sable, un tas de sable, c'est un système qu'on peut dire complexe. En quoi il est complexe? Bien, il est complexe du fait qu'il y a une multiplicité infinie de grains de sable. Qui, si on fait un tas de sable, on pile, on crée un tas de sable. Les éléments sont en interaction les uns avec les autres. Il y a des mouvements qui s'enclenchent à l'intérieur du tas de sable qui peut éventuellement déclencher ou non une avalanche. On ne sait pas. C'est possible qu'avec le temps, l'avalanche se produise. Mais si l'avalanche se produit, on sait qu'on ne pourra jamais reproduire le même avalanche dans le même contexte, au même moment, ni dans la même temporalité. Ça, c'est un exemple tout à fait banal, mais qui explique quand même assez bien, je pense, ce qui est un système complexe. Donc, chaque avalanche, si elle se produit, est unique et on ne pourra jamais reproduire une même avalanche. Grosso modo, c'est ce que je voulais pour retenir pour le système complexe, ce qui nous amène à l'intervention en santé mentale. Avoir un problème de santé mentale, c'est quand même
c'est un problème qui n'est pas forcément comme les autres. C'est pas, par exemple, si on a un problème de diabète, on peut, avec l'insuline, régulariser la situation de la personne. Ça ne veut pas dire qu'émotivement, ça ne veut pas dire que socialement, il n'y a pas d'impact. Mais dans le cas du trouble mental, il y a tellement une multiplicité de zones de la vie, de dimensions de la vie qui rentrent en interaction, qu'on est toujours et forcément dans un système complexe. Par exemple, le fait de, si la personne vit une psychose, elle a une perception de la réalité qui n'est pas juste, peut voir son conjoint comme étant le démon, et si elle voit son conjoint comme étant le démon, c'est possible qu'elle ait des actions qu'elle n'aurait pas si elle ne le voyait pas comme le démon, et c'est possible que si elle voit le conjoint comme le démon, ça l'amène à aller au travail, mais à se comporter différemment, parce qu'elle peut s'enfermer dans le classeur, parce qu'elle a peur que le démon ait des amis qui soient en lien avec le milieu de travail. Donc, ça l'amène, là, je caricature évidemment, là, je ne voudrais pas laisser l'idée qu'avoir un trouble mental, c'est une situation toujours aussi caricaturale que celle que je suis en train de décrire, mais il reste que ça montre l'impact que ça a sur plusieurs zones, hein, sur celui des relations sociales, sur celui de l'éducation, sur celui du travail, sur celui de la relation de couple, sur celui de la relation parentale, sur celui de l'inclusion sociale aussi, hein, sur celui de la stigmatisation, etc. Donc, on est toujours dans l'ordre d'un système qui est très complexe. Et là, comme ailleurs, on voit que l'organisation des services, qui est organisée en silos, a un impact toujours mitigé. De là, notre intérêt de travailler sur des interventions intersectorielles, c'est-à-dire des interventions qui ciblent à la fois plusieurs plans, plusieurs domaines touchés par la vie, plusieurs domaines qui ont été impactés par le fait d'avoir un trouble de santé mentale. Et ça nous a amené dans le grand projet à opter pour l'évaluation réaliste, qui est une approche, si on veut, des systèmes complexes. Donc, grosso modo, l'évaluation réaliste, on peut la définir comme étant une méthodologie appropriée dans un système complexe pour comprendre les interactions à l'œuvre. Tantôt, je parlais des grains de sable qui étaient tous en interaction et permettant d'atteindre un résultat X qu'on ne sait pas. On ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le prédire, on ne peut même pas le nommer. Donc, l'intérêt de l'évaluation réaliste, c'est d'introduire la complexité dans la compréhension des phénomènes autour de trois grands axes sur lesquels Pierre va bien vous expliquer ça, qui est un contexte, par exemple, les Laurentides, avec des mécanismes à l'œuvre, par exemple, toute la collision des grains de sable que j'expliquais tout à coup, avec un effet X qui peut être une avalanche ou non, ou simplement une petite glissade de sable. Ce que l'évaluation réaliste met en évidence, c'est donc pas une réponse qui va être définitive. Là, on est loin du paradigme des best practices. Hein? C'est pas du tout le paradigme dans lequel on se situe. Puis ça ne permet pas non plus d'établir des lois. La question à laquelle ça nous permet de répondre avec l'évaluation réaliste, c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce qui marche, pour qui ça marche, dans quelles circonstances et pourquoi ça marche. Là, je reviens au site et je vais laisser la parole très prochainement à Pierre. Chacun des sites que j'ai présentés un petit peu plus tôt ont été définis à partir de l'approche de l'évaluation réaliste en fonction du contexte. Dans quel contexte ces sites-là ont été créés pour répondre à quels besoins? Quels sont les mécanismes qui ont été mis en œuvre, les mécanismes étant intersectoriels? Pierre va vous expliquer à partir de cas de figure comment ça a marché et avec quel effet observé mais non prévisible, okay? Découlant des pratiques d'intervention sectorielle. Ce que j'aimerais dire à propos de l'évaluation réaliste aussi, c'est que la variabilité de l'effet d'un site à l'autre, c'est pas un problème. Hein? On voyait qu'on ne se situe pas dans le paradigme traditionnel de la recherche. C'est jamais un problème, le fait qu'il y ait une variabilité de résultats ou d'effets dans un contexte donné. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ce contexte marche. Puis je dirais aussi, l'évaluation réaliste permet de voir l'interdépendance entre les effets
possible qui échapperait à une analyse traditionnelle en recherche. Fait que je vais laisser la parole à Pierre qui va essayer d'illustrer et de rendre ça plus concret. Puis je vais revenir pour la conclusion. Super. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est comme miné en fait, en plein milieu. Là. Bonjour, donc, j'ai déjà été présenté, je vais commencer à me présenter. Moi, je vais je m'attarder en fait à présenter le projet, et plus particulièrement le site de Sherpa à Québec. Sherpa qui est situé donc sur le boulevard Charest, au centre du boulevard Charest. C'est la grosse bâtisse avec plein de couleurs. Là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, juste en face de la CSN. Le volet Sherpa, en fait, il a plusieurs vocations. D'abord, Sherpa, c'est un des 7 et depuis très récemment 8 volets de pêche, qui est un organisme communautaire en santé mentale de Québec, qui s'appelle, en fait, c'est le programme d'encadrement clinique et d'hébergement, qui offre des différents types de services à la population qui vit des problèmes de santé mentale. Alors ça peut être des services d'hébergement, ça peut être transitoire, je veux dire, du logement social, ça peut être aussi de l'intervention de crise ou post-crise sous le coup de la loi P38 avec la police. Ça peut être aussi du travail de milieu, travail de rue comme on appelle habituellement. Et enfin, il y a, et c'est justement là l'objet de notre projet, il y a un volet d'intervention soutien intensité variable, c'est-à-dire d'intervention communautaire, comme on dit habituellement. Donc, l'un des intérêts de pêche, c'est justement son approche, sa philosophie centrée sur les forces, qui est donc de soutien d'intensité variable. Pour ceux qui ne sont pas très au fait de la définition, c'est d'être en mesure de pouvoir répondre aux besoins de la personne en lien avec le moment où il y a des besoins. On n'est pas du tout dans le soutien intensif où les intervenants sont toujours présents. En l'occurrence, ils sont présents quand il y a des besoins. Ce qui fait que les moments de rencontre entre l'intervenant et le client sont, on va dire, plus réguliers, en tout cas pas plus réguliers, mais en tout cas plus dépendants de ces besoins-là. Et en même temps, cette philosophie-là est basée sur une approche globale des besoins de la personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser simplement à son problème de santé mentale, mais aussi on va s'intéresser aux différentes composantes qui posent problème dans sa vie quotidienne, comme par exemple l'accès au marché du travail, l'accès à certains types de services comme l'accès à l'alimentation, comme ça peut être aussi avoir accès à des organismes communautaires qui leur permettent de rencontrer d'autres personnes, de développer leur réseau social. Donc c'est vraiment la question de cette globalité-là des besoins auxquels répond cette philosophie-là, et toujours avec j'allais dire, fondement philosophique aussi, c'est axé sur le développement de la citoyenneté. Donc on rappelle un petit peu la dimension du rétablissement. Donc axé sur le développement de la citoyenneté, c'est-à-dire sur l'émancipation des individus à l'égard de toutes les limites qu'ils peuvent vivre dans leur vie quotidienne. Donc au-delà de ça aussi, Sherpa en l'occurrence, puisque c'était l'objet de notre étude, c'est un logement social moderne. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rentrer dans cette bâtisse-là. Au-delà du fait qu'elle soit neuve, c'est vraiment, on va dire, à la fine pointe de la technologie, si je puis dire, hein, avec un jardin au 6e étage, avec toutes les commodités et tout le confort que peuvent avoir les nouveaux bâtiments qui sont construits aujourd'hui. Donc il est sur 9 étages, et avec au rez-de-chaussée un centre qu'on appelle tantôt de rétablissement, mais aussi de citoyenneté. Donc on voit la double vocation de permettre aux gens de dépasser leurs problèmes de santé mentale pour s'en émanciper, et par voie de conséquence, eux aussi, développer un sentiment de citoyenneté qui est, à mon avis, encore à définir aujourd'hui en santé mentale. Dans lequel, pour finir, il y a une démarche d'éducation populaire. Merci. Donc cette habitation-là a deux vocations, je l'ai un petit peu dit de manière liminaire à l'instant, c'est-à-dire qu'il a pour objectif d'abord de favoriser le développement d'une stabilité psychologique et économique en offrant justement un cadre de vie qui soit le plus agréable possible pour les gens. Parce que souvent, les personnes, et ça l'a dit un petit peu Michel tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objet du projet aussi, c'était de venir faire comme une évaluation du avant-après. C'est-à-dire qu'on a rencontré les gens avant qu'ils intègrent l'habitation Sherpa, et on les a rencontrés 9 mois, 1 an plus tard,
pour leur poser des questions, savoir comment finalement, qu'est-ce qu'ils avaient réussi à retirer de cette intégration-là. Et donc la vocation de cette habitation-là, c'était justement de leur permettre d'atteindre une stabilité, quelque chose qu'ils n'avaient pas avant d'habiter dans ce logement-là. Vivaient des situations très difficiles, soit en lien avec leur logement dans lequel ils étaient, qui était la plupart du temps insalubre, pour ceux qui en avaient, et aussi en même temps un accès, j'allais dire, à un réseau social à l'intérieur, un tissu social à l'intérieur de cette habitation, auquel aussi ils n'avaient pas forcément accès, puisque la plupart des gens qu'on avait rencontrés dans le cadre de ce projet-là vivaient beaucoup d'isolement social. Donc, j'allais dire, une certaine désintégration, une certaine anomie au quotidien, je dirais. Et donc, par voie de conséquence, là maintenant, favoriser évidemment l'intégration sociale, c'est-à-dire faire partie d'un réseau plus large, d'une communauté, dépasser le simple cadre du groupe d'amis, mais aussi d'avoir une communauté, et puis peut-être de faire partie de la société aussi, si c'est possible. Donc par des activités individuelles ou collectives, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, développer donc la participation sociale, c'est-à-dire avoir la capacité de prendre des responsabilités et de jouer un rôle significatif dans une communauté, qu'elle soit petite ou même dans la société de manière générale, par du bénévolat. Et donc par voie de conséquence là, une citoyenneté qui encourage le changement social. Donc par l'émancipation, ils cherchent justement à développer une perception, en tout cas une considération de la citoyenneté qui soit émancipatrice, et pas du tout, j'allais dire, plus simplement d'aller travailler et puis de se contenter de travailler au quotidien, voilà, d'être aussi en même temps impliqué dans la société. L'intérêt de Sherpa, pourquoi on avait choisi ce site-là, c'est qu'il a pour origine, son substrat lui-même est intersectoriel. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il a émergé, ce volet-là de pêche, d'un contexte qui était lui-même intersectoriel. Là, on le voit, et puis la longue liste des différents secteurs qui ont participé à la mise au point et puis à l'actualisation de ce projet-là est assez longue. Donc, une habitation de service de première ligne, une origine intersectorielle par une multitude d'acteurs. Donc, on voit le secteur de l'habitation par les groupes de ressources techniques, qui sont des organismes, des OBNL, qui s'intéressent à développer des projets de construction ou d'habitation. Ensuite, la SHQ, la Société d'habitation du Québec, et j'allais dire sa ramification locale, l'OMHQ, par des aides techniques en l'occurrence. Une aide aussi financière, je me rends compte que je ne l'ai pas mis, mais une aide financière de la SHQ aussi, parce que par certains de ces volets de financement, notamment l'accès logis volet 3, elle participe à 80% à la construction des bâtiments de logements sociaux. Donc elle finance 80%. Donc là, la SHQ. Le secteur du C3S aussi, par le programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, donc d'une aide financière, et puis, j'allais dire, quelqu'un qui arrive un petit peu assez étonnamment, AstraZeneca, qui est une compagnie privée internationale, qui aussi a donné une aide financière. Le secteur politique municipal, avec la ville de Québec, qui a été très présent sur le plan politique, mais aussi sur le plan financier, avec le Conseil régional des élus de la capitale nationale. Le secteur de l'éducation, avec l'Alliance des groupes d'intervention en rétablissement, qui est un regroupement des organismes communautaires en rétablissement de la région de Québec, qui est très mobilisé sur le plan politique, mais qui a, on va dire, par un partenariat avec le ministère de l'Éducation, en fait, permis à Sherpa de pouvoir développer une offre de services en éducation à l'intérieur même de ces locaux, donc offrir des cours qui sont tenus qui sont dispensés par des professeurs. Ensuite, par le Centre Louis-Joliette, justement, aussi, qui est un centre de formation aux adultes. Le secteur artistique et culturel par Foliculture et Mer et Monde, qui donc avait là j'ai appelé ça une aide stratégique et opérationnelle, parce que ces deux organismes-là, depuis le départ du projet, participent soit en essayant d'instiller une vision éducation populaire à l'intérieur de l'offre de services, en même temps qu'en proposant de manière plus classique des expositions par leurs artistes, des manifestations, etc. à l'extérieur. Donc ils sont venus sur ces deux aspects-là. Et enfin le secteur de l'emploi avec Croissance Travail, qui est un organisme communautaire en santé mentale qui offre, on va dire,
entre guillemets, des activités occupationnelles à des gens qui ont des problèmes de santé mentale graves, sévères, justement la possibilité d'avoir accès à des occupations pour ceux qui étaient les plus, j'allais dire, les plus dépendants. Donc on voit par cette longue liste-là, tous les acteurs qui étaient à l'origine de ce projet-là, ils sont nombreux et ils viennent de plusieurs secteurs. Donc, en particulier, l'intersectorialité à Sherpa, dans notre projet, il a fallu qu'on la mesure, parce qu'effectivement, l'intersectorialité, c'est basé sur un continuum, c'est-à-dire de pas intersectoriel, sectoriel, okay, à très intersectoriel, et puis la littérature vient nous présenter finalement les différentes formes d'intersectorialité qui existent, et en l'occurrence, celle qu'on a retenue pour le projet et qu'on a pu déceler, on va dire, dans l'analyse du fonctionnement de Sherpa, c'est de la communication, plus ou moins de communication entre les intervenants, plus ou moins de communication entre les différents gestionnaires de l'organisme, plus ou moins de coordination aussi entre les intervenants, savoir comment on va intervenir, si je prends un exemple, auprès d'une personne qui a un double besoin, par exemple, puis là je viendrai tout à l'heure avec des cas de figure, mais qui a un double besoin de réussir à faire en sorte que l'intervenant pivot soit en mesure de donner les services et puis de répartir les services selon les personnes, selon les besoins, je veux dire, ou plus ou moins de coopération ou d'intégration. Donc là, on en arrive vraiment à une équipe qui travaille de manière très soudée. Donc ça fait partie du continuum de complexité de la collaboration de manière générale. Ça, c'est au niveau canadien, on va dire, c'est la définition, c'est le cadre conceptuel. Donc, différents services, excusez-moi, qui fonctionnent de manière sectorielle ou intersectorielle, parce que, encore une fois, les services sont en réponse aux besoins, ne sont pas réponse à une gestion ou, j'allais dire, à une structure. Là, en l'occurrence, si une personne a juste besoin d'avoir du logement, ça va être sectoriel, on va s'intéresser qu'au logement. On ne va pas lui proposer d'autres types de services. C'est vraiment selon les besoins de la personne. Donc en l'occurrence, en dessous, à Sherpa, donc l'approche sectorielle, habituellement, donc ça c'est pour l'illustration de notre observation, les problèmes individuels, l'approche sectorielle sert à répondre à des problèmes individuels qui ne sont pas complexes habituellement, et se formule par des interventions collectives, lors d'activités collectives, comme j'ai mis le yoga, mais ça peut être aussi d'autres activités comme Conquérant de ma vie aussi, qui travaille sur le rétablissement et sur le projet de vie, ou encore sur la spiritualité, qui est une activité qui permet aux personnes de pouvoir vivre leur spiritualité voilà, sur le plan individuel. Et la plupart du temps, c'est un intervenant. Alors il faut juste savoir, pour la petite histoire, c'est que quand nous on a fait notre étude, on a arrêté l'accueil de données en 2012, mais depuis ça a changé. Donc il y a beaucoup d'activités aujourd'hui où on n'a pas simplement un intervenant, mais on peut en avoir un ou deux, peut-être parfois trois aussi. L'approche intersectorielle, par contre, à Pêche, parle plus de problèmes individuels complexes, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne veut avoir accès, veut développer sa capacité à avoir des activités physiques, développer son réseau social et en même temps agir sur sa santé mentale. Donc, les différents animateurs ou intervenants vont venir travailler autour de la personne pour être en mesure de pouvoir répondre de manière concertée ou de manière coordonnée ou même de manière intégrée à tous les besoins de la personne, toujours en cohérence les unes avec les autres, et chacun venant d'un secteur différent. Donc il faut réussir à faire en sorte de faire travailler des gens, d'abord qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais surtout qui ne parlent pas les mêmes mots, qui n'utilisent pas les mêmes mots, et qui ne travaillent pas forcément de la même manière, justement du fait qu'ils viennent de secteurs différents. Ils ont une culture et une philosophie différentes. Donc c'est réussir à faire en sorte de fusionner, si je peux dire, de manière peut-être dans l'élément le plus fort dans l'intégration, de faire fusionner ces interventions-là pour être en mesure de pouvoir répondre aux besoins de la personne le plus rapidement possible. Donc, dans des exemples de contexte, c'est à Sherpa, donc, on le voit un petit peu maintenant, je viens de le dire un petit peu, le contexte intersectoriel, il est composé de ce qu'on appelait des mécanismes tant sectoriels qu'intersectoriels. Michel en parlait tout à l'heure un petit peu, l'élément dans l'évaluation réaliste, on va étudier le contexte dans lequel a émergé et fonctionne l'organisme, mais les mécanismes vont être là pour décrire finalement ce fonctionnement-là et de donner une illustration de qu'est-ce qui fait qu'un contexte a tel effet. Donc là, on va venir vraiment décrire ce qui se passe vraiment dans ce qu'on appelle la boîte noire, finalement. C'est l'élément qu'on, habituellement, dans les méthodes expérimentales, comme disait tout à l'heure Michel, on n'a pas l'habitude d'aller voir exactement qu'est-ce qui se passe pour comprendre pourquoi ce contexte-là donne cet effet-là. Donc, les mécanismes de gestion, c'est comme un rouage, imaginons. Okay, c'est vraiment un rouage, c'est comme une machine à l'intérieur d'une montre qui tourne
et qui produit un effet, en l'occurrence dans une montre, c'est de faire tourner l'aiguille. Ben, là, c'est ces mécanismes-là qui permettent ensuite d'arriver à cet effet-là. Donc, à Sherpa, donc, elle est divisée en deux types de gestion. On a la gestion du logement, qui est un mécanisme sectoriel, puisqu'il n'y a que le logement, et la gestion du centre de rétablissement, qui est plus un mécanisme intersectoriel, comme on le disait depuis tout à l'heure. C'est-à-dire c'est un mécanisme qui fait participer plusieurs secteurs en même temps, c'est-à-dire l'éducation, la santé et services sociaux, et en même temps de l'administration. Ensuite, l'administration de l'habitation. Ensuite, les mécanismes d'intervention. Donc l'intervention est divisée en deux types. Donc celle des intervenants internes et externes, c'est-à-dire comme un père aidant, comme le débogueur. Ça, c'est la personne qui s'occupe justement de venir régler les problèmes à l'accueil de Sherpa. Un psychiatre, parce qu'ils ont un psychiatre communautaire, c'est le seul psychiatre privé du Québec a priori qui intervient dans le communautaire et qui donne des services dans le communautaire. Et un consultant en toxicomanie. Et celle aussi des animateurs socioculturels qui font de l'intervention individuelle et collective. Donc tout ça, c'est des types d'interventions qui mettent en contact des intervenants qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble de manière si serrée. Oui. Ok, je vais me dépêcher. Alors, les effets maintenant sur l'intersectorialité de l'intervention. Donc au démarrage du projet, les deux secteurs, santé, services sociaux et culture, communiquaient entre eux, plus par référence, plus par communication. On disait, Monsieur Tremblay, il a besoin d'avoir tel ou tel service. Est-ce que, par téléphone, est-ce que tu pourrais t'en occuper? Et puis l'intervenant prenait le relais. Donc c'était vraiment juste de la communication et puis ça n'allait pas plus loin. Avec le temps, en fait, ces habitudes de collaboration, ils ont fini par développer des trajectoires de services internes. À partir du moment où une personne est évaluée comme ayant un besoin, par exemple, d'avoir accès au travail, au marché du travail, automatiquement, l'intervenant en santé et services sociaux va tout de suite se concerter avec, je ne sais pas si c'était par exemple le médiateur culturel qui était là, se concerter avec le médiateur culturel sur comment il peut faire en sorte que la personne puisse avoir accès à un travail le plus rapidement possible et dans quelle mesure elle est capable de le faire. Donc, ça a eu pour effet en fait, de remodéliser l'organisation de l'offre de service et de l'évaluation des services. En l'occurrence, de créer, comme je disais tout à l'heure, des trajectoires de services, des trajectoires plus informelles pour l'instant, puisque forcément, les situations sont tellement différentes entre les personnes que c'est difficile de réussir à faire émerger des trajectoires plus précises qu'on pourrait imaginer dans le sens du réseau finalement. Par exemple, les implications des intervenants de santé et services sociaux dans les activités collectives socioculturelles. Le fait que des intervenants en santé et services sociaux, des techniciens en travail social par exemple, ou des techniciennes en éducation spécialisée, s'impliquent dans les activités collectives pour justement venir donner un aperçu peut-être moins culturel, mais peut-être plus santé et services sociaux, pour venir faire s'allier la partie santé et services sociaux et la partie santé mentale, j'allais dire, et la partie en même temps culturelle. La délégation aussi aux animateurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent à Sherpa, d'actes autrefois réservés aux intervenants en santé et services sociaux. Par exemple, faire l'évaluation de la personne et de ses besoins par l'utilisation du PIF, c'est-à-dire c'est le plan d'identification des forces, excusez-moi, qui sert justement à cataloguer tous les besoins de la personne et toutes ses forces et d'être en mesure de pouvoir répondre à ses besoins. Donc, c'est l'utilisation de ce type d'outils-là par les animateurs de Sherpa qui permet à ce moment-là d'une part, j'allais dire, d'être concerté avec les intervenants SSS ou d'autres types d'intervenants, mais aussi en même temps, j'allais dire, de pouvoir faire reposer moins de poids sur les épaules des intervenants santé et services sociaux, parce que parfois, ils n'ont pas forcément besoin d'être là au départ. Peut-être que parfois, c'est plus un père aidant qui a besoin d'être là, peut-être que parfois, c'est plus un psychiatre qui a besoin d'être là, et pas forcément un intervenant santé et services sociaux. Donc l'approche intersectorielle élargit l'étendue de la réponse et favorise la réactivité, comme je disais à l'instant, d'être plus proche des besoins immédiats, la continuité, de faire le lien entre les différents intervenants, et les possibilités d'agir sur les situations complexes relevant ainsi des enjeux produits par les logiques de programme. Voilà, les programmes qui sont dans le réseau. Là, j'ai deux... Ouais. Un exemple. Ah, un exemple, bon, je sais pas beaucoup de temps. Ah, ça finit à 1 heure pour vous, ok. Bon, écoutez, j'avais plusieurs exemples à vous donner, des études de cas. Je vais prendre peut-être le plus parlant. Ouais, le plus parlant. C'est des situations en fait qui sont, comment dirais-je, qui sont
qui viennent de nos observations et des entrevues qu'on a réalisées auprès des locataires de Sherpa, qui paraissent peut-être de prime abord un petit peu caricaturales, mais qui ne le sont pas du tout. C'est vraiment des situations auxquelles on a pu faire face pendant ces rencontres-là. Donc les noms évidemment sont faux, là, on s'en doute. Donc le cas de M. Tremblay, il était musicien pour Radio-Canada, il perd son emploi à temps partiel à cause des coupures budgétaires, il vit ensuite un divorce et la perte de la garde de ses enfants. Après plusieurs mois de chômage, en fait, il tombe sur l'aide sociale. Il vit un fort sentiment d'isolement social car il subit un déclassement socio-économique, puisqu'il perd son réseau social d'amis, son réseau social avec les gens avec qui il travaillait finalement, et vit de l'itinérance. Il finit par obtenir un diagnostic de dépression majeure après une tentative de suicide ratée. Donc ça, c'est le genre de personnes qu'on rencontre, ou en tout cas qu'on a rencontré assez régulièrement dans l'habitation de Sherpa, des gens qui ont vécu une succession de problèmes comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À l'intérieur de Sherpa, c'est tout de suite parce que c'est cet exemple-là, j'en avais d'autres malheureusement, j'aurais d'autres cas de figure à proposer, mais c'est une technicienne en travail social qui va prendre le relais, qui va prendre tout de suite la demande de Jacques pour l'accompagner. Donc elle va identifier ses besoins. Le monsieur en fait a plusieurs besoins, il en a 3 en particulier, c'est de trouver une occupation sans stress, parce qu'il n'est plus capable de vivre du stress justement d'avoir vécu tant d'anxiété, tant de difficultés, et qui donne du sens en même temps à sa quotidienneté, renouer avec la musique, parce que c'est un mélomane, et enfin trouver un logement. Alors évidemment là c'est pas forcément dans l'ordre, mais évidemment on commence d'abord par trouver un logement, et puis donc voilà. Donc en fait ce qui va se passer tout de suite, c'est que il va y avoir tout de suite une coopération qui va se mettre en place entre la technicienne de travail social qui va contacter la médiatrice culturelle et l'intervenant du projet fédéral de stabilité résidentielle avec accompagnement, excusez-moi. Donc ces 3 intervenants-là vont travailler ensemble pour être en mesure de pouvoir répondre à ces 3 besoins-là. À côté de ça, il y a un autre mécanisme qui va se mettre en place, c'est celui de la responsable administrative qui va accompagner la personne auprès de l'OMHQ pour être en mesure d'avoir un logement à Sherpa. Parce que c'est ce qui s'était passé à ce moment-là. Le monsieur était en itinérance, il cherchait du logement, puis il avait fait une demande justement à l'OMHQ. Donc les effets de cette pluralité de besoins-là, en tout cas de réponse à ces besoins-là, c'est qu'il a fini par trouver un logement décent, donc à Sherpa en l'occurrence, où il a pu se stabiliser, où il a pu développer un sentiment de sécurité, un sentiment de contrôle sur sa vie intime aussi, le fait d'avoir un chez-soi finalement. Il a pu trouver au sein de Sherpa un endroit où il pouvait être informé de ce qui existait comme type d'organisme communautaire à Québec, pour être en mesure de pouvoir avoir des occupations, et en même temps de pouvoir surtout, pour répondre à ses besoins, de pouvoir trouver une activité, et en l'occurrence à la Corderie, qui est un organisme communautaire où les gens se rendent des services les uns avec les autres, les uns aux autres plutôt. Donc là, à partir de ça, comme il en témoignait, il a pu se sentir valorisé, il a pu retrouver de la valeur personnelle, et accepter tel qu'il était malgré son problème de santé mentale, et en se disant, même si j'ai un problème de santé mentale, d'une part, je suis encore, entre guillemets, productif, comme il disait, et en même temps aussi, ça me permet de pouvoir trouver une place dans cette société-là. Il trouve, comme il disait, je trouve une raison de me lever, je rencontre de nouvelles personnes, donc le tissu social, le réseau social qui se refait, qui se recrée autour du travail. On sait très bien en plus que le travail est l'un des moyens d'être en relation privilégiée, pas privilégiée mais principale. Et enfin, donc, il se sent plus sûr de lui grâce à ça, et il fait tomber ce que les animateurs ou les intervenants de Sherpa appellent en fait ce qui fait tomber les murs qui sont autour des zones de plaisir. Leur hypothèse, ce qui n'est pas forcément une hypothèse, qui est plus une réalité, c'est qu'au fur et à mesure des années d'utiliser des services en santé, services sociaux, de vivre des difficultés au quotidien, les gens développent comme ils perdent l'habitude de se faire plaisir en fait. Parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être dans le négatif ou d'être dans les choses qui sont difficiles à vivre, qu'ils perdent complètement contact avec ce qu'eux appellent à l'intérieur d'eux, ces zones de plaisir-là. Qu'est-ce qui leur fait du bien? Qu'est-ce qui leur permet d'avancer? Qu'est-ce qui leur permet de se sentir valorisés dans la société? Et de se sentir finalement pas des moins que rien, comme souvent je pouvais l'entendre. Et la médiatrice culturelle, justement, a permis de faire tomber ce mur-là et permis à ces gens-là de pouvoir reprendre contact, et à ce monsieur-là en particulier, de reprendre contact justement avec la musique en le faisant participer à différentes activités, comme le Jeudi Jam, qui est une activité collective qui est proposée tous les jeudis soirs,
où il peut rejouer la guitare, de la batterie, etc. Et il finit même par intégrer le groupe de Sherpa. Il finit même par, j'allais dire, avoir une vraie participation. Voilà. Donc c'est ça. J'avais d'autres cas, malheureusement on n'a pas le temps. On a toujours trop de contenu. Hein? Fait que, on va sauter la conclusion. Dans le fond, je pense qu'elle est assez simple, la conclusion. Plus on travaille en intersectoriel, plus on risque d'améliorer les possibilités de rétablissement des individus et d'augmenter leurs chances de se rééquilibrer socialement.